Mes parents m'ont mise à la porte le jour de Thanksgiving, convaincus que j'implorerais pitié. Je ne l'ai pas fait. J'ai annulé leur paiement hypothécaire et j'ai regardé leur confort s'effondrer. Mes parents m'ont mise à la porte le jour de Thanksgiving, convaincus que j'implorerais pitié. Je ne l'ai pas fait. J'ai annulé leurs paiements hypothécaires et j'ai regardé leur confort s'effondrer. Le froid à Madison, dans le Wisconsin, a une façon particulière de transpercer vos vêtements et de s'ancrer profondément dans vos os, surtout fin novembre. Mais en cette nuit de Thanksgiving particulière, le froid extérieur n'était rien comparé à la température absolument glaciale à l'intérieur de ma maison d'enfance. La neige tombait en épaisse, lourde couche, le genre de blizzard qui recouvre les fenêtres de blanc et rend les routes complètement impraticables. À l'intérieur, la salle à manger sentait la dinde rôtie, la farce à la sauge, et l'odeur amère et suffocante d'une famille qui se déchirait. Je m'appelle Delilah Thorne. J'ai 34 ans, et pendant 12 années épuisantes, j'ai acheté l'illusion d'une famille aimante avec mon propre sang, ma sueur et ma cote de crédit. La dinde était encore chaude sur la longue table en acajou lorsque mon père, Garrison Thorne, se leva si violemment que sa chaise bascula en arrière et s'écrasa sur le parquet. Son visage était d'une nuance de rouge que je n'avais vu qu'une poignée de fois dans ma vie, un cramoisi sombre et palpitant qui signifiait généralement que quelqu'un était sur le point de perdre son emploi ou sa dignité. Il leva un doigt lourd et calleux et le pointa droit vers la lourde porte d'entrée en chêne. « Si tu choisis cet étranger plutôt que ton propre sang, tu peux sortir de ma maison tout de suite, » rugit-il, sa voix résonnant contre les hauts plafonds que j'avais secrètement payés pour faire réparer il y a 3 étés. Il n'attendit pas de réponse. Il monta les escaliers en trombe, ses lourdes bottes martelant le tapis, et redescendit 2 minutes plus tard, tenant un sac de sport bleu délavé. C'était le même sac que j'utilisais pour les compétitions d'athlétisme au lycée, il y a une éternité. Il y avait fourré tous les pulls et jeans qu'il avait pu attraper dans le placard de mon ancienne chambre. Il marcha droit vers moi et jeta le sac. Il heurta mes bottes avec un bruit pitoyable, faisant tomber une seule chaussette grise sur le sol poli. Il se pencha près de moi, son haleine sentant le scotch cher que je lui avais acheté le Noël précédent. « Tu supplieras pour revenir d'ici demain matin, » dit-il, sa voix tombant à un grognement bas et venimeux. Il en était absolument certain. Il me regardait non pas comme une fille, mais comme une employée insubordonnée qui avait oublié sa place. Il croyait sincèrement que sans le puissant nom de famille Thorne, je n'étais rien. Il pensait que le blizzard extérieur briserait mon esprit avant minuit. Je le regardais. Je regardais ma mère, qui était soudain très intéressée à inspecter le bord de son verre de vin. Je regardais mes jeunes frères et sœurs, qui regardaient la scène se dérouler comme s'il s'agissait d'une émission de télévision en prime time. Et puis je regardais Silas, mon petit ami, qui se tenait tranquillement à mes côtés, sa présence une encre calme et stable dans une pièce pleine de chaos. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je ne suis pas tombé à genoux pour m'excuser du terrible crime de m'être enfin défendu. Je me suis penché, j'ai ramassé le sac de sport bleu délavé, j'ai fermé la fermeture éclair et je suis sorti par la porte d'entrée, dans la tempête hurlante. La lourde porte en bois se referma derrière moi, le verrou claquant en place avec un bruit sec et définitif. Au cours des jours suivants, assise dans la chaleur tranquille de l'appartement de Silas, je n'ai pas imploré. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable et, calmement, méthodiquement, j'ai annulé chaque facture, chaque abonnement. Chaque police d'assurance et chaque paiement financier massif que j'avais effectué en mon nom pour maintenir à flot leur vie parfaite et privilégiée pendant plus d'une décennie. Et juste comme ça, je me suis assise et j'ai regardé leur monde confortable et arrogant s'effondrer complètement, un service déconnecté à la fois. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés à ce moment explosif, et comment j'ai fini par détenir les clés de toute leur existence, je dois vous ramener au tout début. Permettez-moi de vous ramener 16 ans en arrière, dans le bureau arrière exigu et poussiéreux de l'entreprise de fourniture d'irrigation de mon père. J'avais 18 ans, fraîchement sorti du lycée, et complètement naïve. Mon père avait lancé l'entreprise à partir de rien une décennie plus tôt, transportant de lourds tuyaux en PVC et des têtes d'arrosage d'une fourgonnette rouillée et cabossée. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme, l'entreprise commençait enfin à dégager de vrais bénéfices, s'étendant au développement résidentiel dans les banlieues. Ma mère, Lorelei, s'occupait de ce qu'elle appelait le côté social de l'entreprise. En réalité, cela signifiait qu'elle passait ses journées à porter des vêtements coûteux, à assister à des événements de clubs de jardinage locaux et à faire du réseautage avec de riches propriétaires tout en sirotant du vin blanc.
Elle était le visage du succès de la famille Thorne, tandis que mon père était le moteur bruyant et agressif. Quant à moi, j'étais censé être la machine silencieuse qui faisait tout fonctionner. Cela a commencé assez innocemment. Mon père m'a appelé dans le bureau un soir d'été humide, a fait glisser une énorme pile désorganisée de reçus tachés de graisse sur le bureau et m'a dit que j'avais la bosse des chiffres. Commence à les entrer dans une feuille de calcul, Delilah, dit-il en me tapotant l'épaule. Ça va forger ton caractère. La famille construit l'empire ensemble. Je suis resté éveillé jusqu'à 2 heures du matin cette première nuit, m'enseignant un logiciel de comptabilité pendant que mes amis étaient à des fêtes de remise de diplôme. À la fin de mon premier mois, je rapprochais les relevés bancaires, poursuivais les factures impayées et équilibrais le chéquier de l'entreprise. La famille d'abord, mon père le prêchait toujours à table, et comme une idiote, j'avalais chacun de ses mots. L'université est venue ensuite. J'avais toujours rêvé de déménager à Chicago, de travailler pour une grande firme de comptabilité d'entreprise, de porter des costumes élégants et de vivre dans un appartement en hauteur. Mais mon père m'a convaincu de m'inscrire à l'université locale à la place. Il a dit que ce n'était que temporaire, juste pour maintenir l'entreprise stable pendant une grande phase d'expansion. Il m'a promis qu'une fois que les choses se seraient calmées, je pourrais poursuivre tous les grands rêves de ville que je voulais. Alors, je suis resté. Je faisais la navette depuis la maison, vivant dans ma chambre d'enfance, passant mes week-ends à prévoir les flux de trésorerie et à rédiger des offres pour de nouveaux lotissements au lieu d'aller à des matchs de football ou de sortir. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme à 22 ans, l'entreprise était devenue énorme, mais la gestion financière de mon père était un désastre. Il avait l'habitude de se surendetter, contractant des prêts à taux d'intérêt élevés pour de nouveaux équipements d'excavation qui restaient inutilisés la moitié de l'année. Ses codes de crédit personnel et professionnel étaient absolument nuls. C'est là que le véritable piège a été tendu. Nous étions assis à la table de la cuisine en train de prendre le petit déjeuner. Il me versa une tasse de café, me regarda droit dans les yeux et me demanda de mettre l'hypothèque du deuxième entrepôt de l'entreprise à mon nom. Ce n'est qu'une formalité, Delilah, dit-il doucement. Ta cote de crédit est impeccable. Cela t'aidera même à construire ton profil financier. Nous sommes une famille. Nous nous protégeons les uns les autres. J'avais 22 ans. Je lui ai fait confiance. J'ai signé les papiers sans engager mon propre avocat, me liant à une dette commerciale massive. Ce fut comme une rupture de barrage. Une fois ce premier énorme prêt à mon nom, tout le reste a naturellement afflué vers moi parce que c'était plus facile. Les services publics de notre maison familiale de 5 chambres ont été mis à mon nom parce qu'il était plus simple pour moi de les payer depuis le compte joint où mon maigre salaire était déposé. Puis est arrivé le forfait internet au débit premium. Puis le forfait de téléphonie mobile familiale avec données illimitées pour 5 lignes distinctes. Je faisais des semaines de travail de 60 heures, conduisant chez les fournisseurs en gros avant l'aube, me disputant avec les vendeurs pour des réductions, et restant au bureau jusqu'à minuit pour préparer les documents fiscaux. Mon salaire officiel était à peine supérieur à celui d'un employé de bureau débutant, même si je fonctionnais comme la directrice financière d'une opération locale de plusieurs millions de dollars. Chaque fois que je suggérais poliment que je méritais une augmentation, ou peut-être une réelle participation au capital de l'entreprise que je dirigeais, mon père me frappait avec son arme préférée. Nous ne nous chicanons pas pour des broutilles, Delilah. La famille soutient la famille. Ne sois pas avide. Et ma mère tendait la main sur la table, me tapotait la main et me disait à quel point ils étaient fiers d'avoir une fille si responsable. J'étais complètement aveugle au fait que je n'étais pas une partenaire dans leur empire. J'étais une otage. Pour saisir pleinement le poids de l'encre qui me tirait vers le bas, il faut comprendre les enfants chéris de la famille Thorne. D'abord, il y avait ma sœur, Sloane. Sloane a 4 ans de moins que moi, mais en termes de maturité et de responsabilité, nous étions séparés par des années-lumière. Pendant que je m'enterrais dans les codes fiscaux et les marges bénéficiaires, Sloane a décidé qu'elle serait une photographe freelance visionnaire. Il n'y a rien de mal à poursuivre les arts, mais la version de Sloane d'être une artiste impliquait principalement de s'asseoir dans des cafés, de mettre à jour son esthétique sur les réseaux sociaux et d'exiger l'équipement de la plus haute qualité que l'argent pouvait acheter. Quand elle a eu 22 ans, elle a convaincu mes parents qu'elle ne pouvait absolument pas lancer son entreprise de photographie de mariage sans un boîtier d'appareil photo spécifique, ridiculement cher, et 3 objectifs haut de gamme. Quand les cartes de crédit de mon père furent au maximum, il dit simplement à Sloane de me parler. « Mets-le juste sur ta carte, Delilah » avait-elle gémi,
appuyé contre le chambranle de la porte de mon bureau. C'est un investissement. Je te rembourserai avec ma première grosse prestation de mariage. J'ai payé pour cela. 3500 $ passés sur ma carte de crédit personnelle. Cet équipement est resté dans son étui de transport rembourré dans le garage pendant 8 mois avant qu'elle ne prenne la peine de lire le manuel. Mais l'appareil photo n'était que le début. Sloane a insisté sur le fait qu'elle avait besoin d'un véhicule fiable et d'apparence professionnelle pour se rendre au rendez-vous client. Comme ses revenus étaient totalement inexistants, aucun concessionnaire ne l'aurait jamais approuvé. Alors, mon père est entré de nouveau dans mon bureau, utilisant la même lourde culpabilité à propos de l'unité familiale, et m'a forcé à co-signer le bail d'un tout nouveau SUV de luxe. Chaque mois, comme une horloge, 450 $ s'évaporaient de mon compte pour payer une voiture que je n'étais même pas autorisé à conduire. Sloane traitait mon compte bancaire comme un puits à souhait magique. Il y avait des frais pour le stockage cloud premium, des abonnements à des logiciels de retouche professionnels et des adhésions à des associations de photographie exclusives. Le moment le plus exaspérant est survenu il y a quelques années lorsque j'ai remarqué une dépense de 2000 $ pour des vols et un hôtel en bord de mer à Miami. Quand je l'ai confrontée, elle a levé les yeux au ciel et a dit que c'était une retraite de réseautage cruciale pour les professionnels de la création. J'ai découvert plus tard, grâce à la publication sur les réseaux sociaux d'une amie commune, qu'elle avait passé 4 jours à boire des margaritas sur un yacht. Quand j'ai exigé mon argent, mon père est intervenu, me criant dessus pour étouffer le processus créatif de ma sœur. J'ai ravalé ma rage, payé la facture de carte de crédit et continué à travailler. Puis il y avait Paxton, le petit dernier de la famille, 9 ans mon cadet, et le garçon en or incontesté qui ne pouvait absolument rien faire de mal. Si Sloane était une fuite financière ennuyeuse, Paxton était un gouffre béant dans la coque de ma vie. Au moment où Paxton a atteint l'âge universitaire, la dynamique dans notre maison était solidement établie. Delila gère les affaires d'adultes ennuyeuses. Tous les autres peuvent se chercher. Paxton s'est inscrit au collège communautaire local, soi-disant pour étudier les affaires. En réalité, il se spécialisait dans le sommeil jusqu'à midi et les jeux vidéo en ligne jusqu'à l'aube. Il a abandonné ses cours 3 semestres de suite. Non pas échoué, mais abandonné complètement parce qu'il avait oublié de faire les devoirs. Et qui payait les frais de scolarité à chaque fois qu'il se réinscrivait? Moi. Je transférais les fonds de mon compte courant, priant pour que ce soit le semestre où il grandirait enfin. Son installation de jeu à elle seule était un monument à mes salaires volés. Des claviers mécaniques lumineux, des doubles moniteurs haute définition, des tours d'ordinateur construites sur mesure. J'ai payé le forfait internet gigabit haut de gamme, mis à niveau 2 fois parce que Paxton se plaignait qu'une fraction de seconde de latence ruinait son classement compétitif. Mais le pire incident avec Paxton, celui qui a vraiment prouvé à quel point ma famille était devenue dénaturée, s'est produit quand il avait 21 ans. Il conduisait sa berline cabossée, envoyait des SMS en essayant de changer de chanson, et a percuté par l'arrière une femme à un feu rouge. Il a détruit son pare-choc et lui a causé un grave coup du lapin. La femme a menacé d'appeler la police et de déposer une énorme demande d'indemnisation. Paxton, terrifié à l'idée d'avoir un casier judiciaire, a appelé notre père en pleurant. Mon père m'a traîné dans la cuisine à minuit. La femme est prête à régler à l'amiable pour 8000 $ pour couvrir les réparations de la voiture et ses factures médicales, m'a-t-il dit, le visage pâle. Nos primes d'assurance monteraient en flèche si elle le signale. Delila, j'ai besoin que tu lui fasses un chèque de ton compte d'épargne. Je le regardais incrédule. J'avais économisé cet argent pendant 3 ans, espérant enfin pouvoir verser un acompte sur un petit appartement à moi pour pouvoir quitter ma chambre d'enfance. C'est mon argent d'évasion, lui ai-je dit, ma voix tremblante. Il a claqué sa main sur le comptoir. C'est ton frère, a-t-il crié. Tu vas laisser une erreur ruiner tout son avenir pour quelques milliers de dollars? Tu es égoïste, Delila. Complètement égoïste. J'ai pleuré toute la nuit. Le lendemain matin, je suis allé à la banque, j'ai retiré un chèque de banque de 8000 $ et je l'ai remis à la femme. Paxton ne m'a même pas regardé dans les yeux quand il a murmuré un rapide merci. Il jouait de nouveau à ses jeux vidéo l'après-midi même. Mon fonds d'appartement avait disparu, et j'étais piégé pour 5 ans de plus. Vous vous demandez peut-être où était ma mère, Lorelei, dans tout ce chaos. Elle était là, cachée à la vue de tous, l'ennablée silencieuse qui bénéficiait de mon esclavage financier autant que les autres. Ma mère ne criait jamais.
Elle n'exigeait jamais les choses comme mon père. Au lieu de cela, elle utilisait une arme beaucoup plus douce, mais incroyablement mortelle. L'incompétence instrumentalisée et l'agression passive. Lorelei prétendait qu'elle ne pourrait jamais comprendre la technologie ou la banque moderne. « Oh, Delilah, tu es tellement douée avec les chiffres », gazouillait-elle en me tendant une pile de ses factures personnelles. « Tu peux juste mettre ça sur ta petite feuille de calcul magique ?» Sa petite feuille de calcul magique comprenait un énorme prélèvement automatique mensuel pour un abonnement VIP à une salle de sport d'élite qui comprenait des massages hebdomadaires et l'accès au sauna. Elle incluait des forfaits câblés premium pour qu'elle puisse regarder des émissions de cuisine sans fin. Elle incluait des kits de repas biologiques coûteux qu'elle prenait rarement la peine de cuisiner. Mais le moment où l'illusion de l'amour doux et maternel de ma mère s'est finalement brisée s'est produit quand j'avais 28 ans. J'appelle ça l'alerte médicale. C'était mi-avril, le pic absolu de la saison des impôts. J'avais travaillé 14 heures par jour pendant 6 semaines d'affilée, fonctionnant au café noir et à 3 heures de sommeil par nuit. J'étais assise à mon bureau quand une vague de vertige m'a frappé si fort que je ne pouvais plus voir droit. Ma poitrine s'est serrée, mon bras gauche est devenu engourdi, et je me suis effondré sur le sol du bureau. Un des ouvriers de l'entrepôt m'a trouvé et a appelé une ambulance. J'ai été transporté aux urgences, terrifié à l'idée de faire une crise cardiaque avant mes 30 ans. Les médecins ont effectué une batterie de tests, m'ont branché à un électrocardiogramme et ont finalement diagnostiqué un stress aigu sévère et un épuisement physique. Mon corps s'éteignait littéralement sous le poids de 5 adultes. Je suis resté dans cette chambre d'hôpital stérile et lumineuse pendant 6 heures, recevant des fluides dans mon bras. J'étais seul. J'avais envoyé un SMS au groupe de discussion familiale pour leur dire que j'étais aux urgences. Personne n'est venu. Vers 20 heures ce soir-là, mon téléphone portable a vibré sur la tablette en plastique à côté de mon lit. C'était ma mère. J'ai répondu, la gorge sèche, m'attendant à une voix affolée et inquiète me demandant si sa fille aînée allait vivre. Delilah, chérie, la voix de Lorelei flottait à travers le haut-parleur, sonnant légèrement agacée. Écoute, je suis à la réception du studio de yoga, et ils disent que ta carte de crédit a été refusée pour le renouvellement de mon abonnement. As-tu encore changé le code postal de l'adresse de facturation? Je suis resté là, fixant les dalles du plafond suspendues, le bip régulier de mon moniteur cardiaque étant le seul son dans la pièce. Elle n'a pas demandé comment j'allais. Elle n'a pas demandé ce que le médecin avait dit. Elle ne se souciait que du fait que la carte en plastique qui alimentait son confort connaissait un problème technique. Je lui ai donné le bon code postal de facturation, j'ai raccroché et j'ai tourné mon visage vers le mur. Je n'ai pas pleuré. Quelque chose en moi, un puits profond de dévotion filiale, s'est complètement asséché à cet instant précis. J'ai réalisé alors que je n'étais pas une personne pour eux. J'étais une utilité. J'étais un distributeur automatique de billets qui respirait. Et il était temps de fermer la banque. Si vous trouvez cette histoire captivante et empathique à ce que Delilah a vécu, veuillez aimer la vidéo, vous abonner à la chaîne et laisser un commentaire avec le nom de la ville où vous vivez. Chaque commentaire aide la vidéo à atteindre plus de spectateurs. Merci beaucoup. Avance rapide jusqu'à mes débuts de trentaine. À ce stade, j'étais une vétérane aguerrie du cirque familial Thorne, complètement insensible aux demandes incessantes et à la constante hémorragie financière. J'avais accepté mon sort. Je supposais que je vivrais simplement dans mon petit appartement, conduisant ma berline de 10 ans, payant leurs factures jusqu'au jour de ma mort. Mais l'univers a une drôle de façon de jeter une clé dans vos plans parfaitement misérables. Cette clé est venue sous la forme d'un homme nommé Silas. J'ai rencontré Silas lors d'une conférence régionale sur la technologie d'irrigation en centre-ville. Mon père m'avait forcé à y aller, affirmant que c'était crucial pour nos prévisions commerciales de comprendre les nouveaux contrôleurs intelligents qui arrivaient sur le marché. C'était un événement incroyablement sec et ennuyeux, rempli d'hommes d'âge moyen distribuant agressivement des cartes de visite. Je me tenais près d'un stand présentant des capteurs d'humidité à distance, cherchant désespérément une sortie, quand Silas s'est approché. Silas était un développeur de logiciels spécialisé dans les systèmes agricoles à distance. Il était entièrement différent des hommes de ma famille. Là où mon père était bruyant et autoritaire, Silas était calme, stable et parlait avec une confiance tranquille qui me mettait instantanément à l'aise. Nous avons fini par déjeuner au café du centre de congrès. Pour la première fois depuis plus d'une décennie, j'ai eu une conversation avec un homme qui écoutait vraiment ce que j'avais à dire.
Il m'a posé des questions sur mon expérience en comptabilité, mes réflexions sur les algorithmes d'efficacité, et pas une seule fois il ne m'a interrompu ou parlé par-dessus moi. Nous avons commencé à sortir ensemble lentement. Ce fut une révélation d'être avec quelqu'un qui avait des limites normales, quelqu'un qui ne voyait pas chaque interaction comme une transaction. Mais le véritable tournant, le moment qui a fondamentalement modifié la trajectoire de toute ma vie, s'est produit quelques mois après le début de notre relation, lorsque Silas est venu chez moi pour un dîner tranquille un samedi soir. J'étais dans la cuisine à couper des légumes, complètement distraite, tandis que Silas attendait près de l'îlot de cuisine. J'avais négligemment laissé une énorme pile de courrier entrant posée sur le comptoir. C'était le 1er du mois, ce qui signifiait l'avalanche habituelle de relevés. Silas, faisant simplement la conversation, a jeté un coup d'œil à la pile. Il a pris une épaisse enveloppe, a froncé les sourcils et m'a regardé. « Delila ?» a-t-il demandé, sa voix entièrement neutre. « Pourquoi toutes ces factures sont-elles à ton nom ?» J'ai figé, le couteau de cuisine en suspens au-dessus d'un poivron. J'ai essayé d'en rire, déployant la même excuse fatiguée que j'avais utilisée sur moi-même pendant des années. « Oh, tu sais, ai-je expliqué, agitant ma main d'un geste désinvolte. C'est juste plus simple comme ça. Je gère les finances de l'entreprise, donc il est logique de tout faire passer par mes portails. Mon père est terrible avec la technologie. » Silas n'a pas ri. Il a doucement posé l'enveloppe et en a ramassé une autre. Puis une autre. Il a regardé les adresses de retour et les noms sur les fenêtres des enveloppes. « Ce ne sont pas que des services publics, Delila, a-t-il dit, son ton toujours parfaitement calme, sans absolument aucun jugement. Il y a un contrat de location de véhicules de luxe ici pour une Sloan Thorne. Il y a une police d'assurance maladie premium couvrant 4 adultes. Il y a même un abonnement VIP à une salle de sport sous l'Orley Thorne. » J'ai senti mon visage rougir. Je me suis senti profondément, intensément embarrassé, comme si quelqu'un venait d'allumer un projecteur lumineux dans une pièce très sale et désordonnée où je m'étais caché dans l'obscurité. Je voulais les défendre. Je voulais réciter les discours ridicules de mon père sur la primauté de la famille. Mais en regardant les yeux clairs et rationnels de Silas, les mots sont restés coincés dans ma gorge. « Ce n'est pas normal », a ajouté Silas doucement. Il n'a pas appelé ma famille des sangsues. Il ne m'a pas dit que j'étais stupide. Il a juste énoncé un fait simple et indéniable. Il n'était pas normal qu'une femme d'une trentaine d'années porte le poids financier de 4 adultes capables tout en vivant dans un petit appartement et en conduisant une vieille bagnole. Cette seule observation, ce miroir de normalité qu'il m'a tendu, a fissuré les fondations de tout mon monde. Cette nuit-là, longtemps après le départ de Silas, je n'ai pas pu dormir. Le silence dans mon appartement était assourdissant, et ces mots résonnaient sans fin dans mon esprit. Ce n'est pas normal. Je suis sorti du lit, j'ai préparé une cafetière de café noir fort et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Il était temps d'arrêter de me cacher de la vérité. Poussé par la douce préoccupation de Silas, j'ai décidé de faire ce que je faisais de mieux. J'allais auditer ma propre vie. J'ai ouvert une feuille de calcul Excel vierge et j'ai commencé à me connecter à chaque portail, tableau de bord bancaire et compte de facturation dont je pouvais me souvenir. Cela a pris des heures. Plus je creusais, plus j'avais la nausée. J'ai sorti les relevés bancaires remontant à une décennie. J'ai méticuleusement catégorisé chaque dépense, créant un grand livre complet de ma propre exploitation. Les chiffres grimpaient à une vitesse terrifiante. J'ai regardé le plan internet au débit premium, mis à niveau maintes et maintes fois juste pour que Paxton puisse abattre des zombies virtuels sans une milliseconde de latence. J'ai regardé les frais de stockage cloud massif de Sloan pour son entreprise de photographie qui générait 0 revenu réel. J'ai regardé le contrat de location du SUV de luxe, prélevant automatiquement $450 chaque mois. J'ai regardé les primes d'assurance maladie premium que je couvrais via l'entreprise parce que mon père affirmait que c'était un avantage nécessaire. J'ai même trouvé le système de surveillance de sécurité à domicile que mon père avait insisté pour avoir, tout cela facturé directement à une carte de crédit à mon nom. Quand le soleil a commencé à se lever, projetant une lumière pâle et froide à travers mes stores, j'ai appuyé sur le bouton de somme automatique en bas de la colonne. Le chiffre final me fixait, brillant sur l'écran, complètement dévastateur. Plus de $80 000. $80 000 de contributions directes et non essentielles au confort de ma famille au cours des 12 dernières années. Des voyages pour Sloan, des équipements de jeu pour Paxton,
des journées au spa pour l'Orleï, et des milliers de petites coupures invisibles qui ont asséché mes économies. Et cela n'incluait même pas les 23 000 $ de services publics, de taxes foncières et de paiements hypothécaires que j'avais transférés de mes propres comptes juste pour les loger parce que mon père refusait de bien gérer son budget. J'ai montré la feuille de calcul à Silas le week-end suivant lorsque nous nous sommes rencontrés pour un café dans un café tranquille du centre-ville. Je tremblais. Je me sentais comme une idiote. Je sentais que j'avais gâché toute ma jeunesse à financer leur délire de grandeur. Silas a fait défiler les lignes et les colonnes, son visage un masque de concentration silencieuse. Quand il a finalement levé les yeux, il a tendu la main sur la table et a pris la mienne. C'est un travail à temps plein en plus de ton vrai travail, a-t-il dit doucement. Tu as été financièrement étouffé. Il a suggéré une stratégie. Il m'a dit de coder la feuille de calcul par couleur. Vert pour les dépenses commerciales essentielles que j'étais légalement obligé de payer. Jaune pour les dépenses familiales partagées qui devaient être transférées. Et rouge pour les sensus purement personnels qui devaient être coupés immédiatement. Il n'a exercé aucune pression. Il m'a explicitement dit de ne rien changer encore, juste de voir clairement le motif. L'entendre valider ma réalité a brisé quelque chose en moi. Pour la première fois en 12 ans, le barrage a complètement cédé, et je me suis assise dans ce café et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour la carrière de comptable d'entreprise à Chicago que je n'ai jamais pu avoir. J'ai pleuré pour la compte sur une maison qui est allée au règlement de l'accident de Paxton. J'ai pleuré pour la fille qui gisait seule dans une salle d'urgence tandis que sa mère s'inquiétait d'un abonnement à la salle de sport. J'ai pleuré jusqu'à n'avoir absolument plus de larmes. Et quand j'ai eu fini, la tristesse avait disparu, complètement remplacée par une colère froide, aiguë et calculatrice. Je n'étais plus une victime. J'étais une comptable se préparant au plus important audit de ma vie. La transition d'un paillasson complaisant et soucieux de plaire à une femme complotant activement sa propre libération ne s'est pas faite du jour au lendemain. Ce fut un processus calme et méthodique. Je savais que si je me contentais d'exploser et de leur crier dessus, mon père utiliserait ses tactiques de manipulation habituelles, ma mère pleurerait et mes frères et sœurs se ligueraient contre moi. J'avais besoin d'une stratégie. J'avais besoin d'une capsule de sauvetage, et je devais la construire entièrement en secret. La première étape fut de sécuriser mon propre masque à oxygène. Pendant des années, j'avais dépendu du maigre salaire que mon père déposait sur un compte courant joint, ce qui rendait mon argent facilement accessible et très visible pour lui. J'ai passé une pause déjeuner à me rendre à une autre banque, à 3 villes de là, et j'ai ouvert un tout nouveau compte solo à haut rendement sous mon seul nom. J'ai mis en place des mots de passe sécurisés, la facturation sans papier et une adresse email complètement séparée pour les relever. Ensuite, j'avais besoin d'un revenu indépendant. J'avais 12 ans d'expérience comptable intense et chaotique à gérer le désordre absolu de l'entreprise de mon père. J'étais incroyablement bonne dans ce que je faisais. J'ai tranquillement commencé à prendre des clients de tenue de livres en freelance le soir et le week-end. J'ai commencé avec une entreprise d'aménagement paysager local qui avait désespérément besoin de préparer ses déclarations fiscales trimestrielles. Puis, j'ai pris une boutique en centre-ville qui avait besoin que ses livres soient remis en ordre avant un audit majeur. En 2 mois, j'avais 5 clients réguliers et payants. Chaque dollar de ces petits boulots est allé directement sur mon nouveau compte secret. C'était enivrant. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'ai vu un solde bancaire augmenter sans l'anticipation terrifiante de Sloan ayant besoin d'un nouvel objectif ou de Paxton exigeant les frais de scolarité. Ce chiffre croissant dans mon compte sécurisé n'était pas seulement de l'argent. C'était la liberté. C'était un bouclier. En même temps, j'ai commencé à imprimer des résumés mensuels des finances de l'entreprise et de mes passifs personnels. J'ai acheté un lourd coffre-fort ignifugé, je l'ai caché au fond du placard de mon appartement et j'ai stocké les preuves physiques de leur hémorragie financière. Je construisais un dossier solide et indéniable. Le changement psychologique en moi fut profond. J'ai cessé de considérer les membres de ma famille comme des êtres chers qui avaient besoin de mon aide et j'ai commencé à les considérer comme des créanciers hostiles. Quand ma mère mentionnait avec désinvolture un beau nouveau salon de jardin qu'elle avait vu dans un catalogue, laissant le magazine ouvert sur mon bureau, je ne ressentais plus cette piqûre familière de culpabilité et d'obligation. Au lieu de cela, je me contentais de sourire, d'acquiescer en disant que c'était charmant, et de jeter le catalogue dans la poubelle de recyclage dès qu'elle quittait la pièce. Silas était mon conseiller tout au long de ce processus. Nous faisions de longues promenades le soir autour du lac Monona,
et je le tenais au courant de mes clients freelance et de mon fonds d'évasion croissant. Il ne m'a jamais poussé à aller plus vite que je n'étais prête. Il comprenait que démêler une toile d'abus financiers de 12 ans exigeait de la précision, et pas seulement de l'émotion brute. Je n'étais plus la simple machine silencieuse de la famille Thorne. J'étais l'architecte de ma propre stratégie de sortie, et la fondation était enfin suffisamment solide pour être testée. Armé de mon compte secret et d'un nouveau sentiment d'estime de soi, j'ai décidé qu'il était temps de tester la dynamique familiale. Je devais voir comment il réagirait au mot « non ». Je n'ai pas eu à attendre longtemps une opportunité. Cela a commencé avec Paxton. Il m'a accosté dans la cuisine un matin, tenant une impression d'un grand détaillant d'électronique. Il a annoncé avec assurance qu'il avait absolument besoin d'un ordinateur portable haut de gamme de 2000 $ pour ses prochains cours en ligne. Il affirmait que son installation actuelle, que j'avais payée 8 mois auparavant, était obsolète et faisait planter son logiciel d'études. Avant le réveil, j'aurais soupiré, lui aurais fait une brève leçon, puis lui aurais remis ma carte de crédit. Cette fois, j'ai regardé l'impression, l'ai pliée soigneusement et la lui ai rendue. J'ai vérifié ton relevé universitaire hier soir, Paxton, ai-je dit calmement en me versant une tasse de café. Tu n'as obtenu aucun crédit au cours des 3 derniers semestres. Tu n'as pas besoin d'un nouvel ordinateur portable pour des cours auxquels tu n'assistes pas. La réponse est non. Paxton m'a regardé comme si je venais de parler une langue étrangère. Sa bouche est tombée. Lorsque le choc s'est dissipé, le sentiment d'avoir droit à tout s'est manifesté. Il m'a accusé de saboter son avenir, a fait une énorme crise de colère et a immédiatement couru se plaindre à notre père. 2 jours plus tard, Sloan a fourni le deuxième test. Elle est entrée dans le bureau alors que je rapprochais des comptes fournisseurs et a exigé 1200 $ pour un objectif portrait spécialisé. Elle affirmait que c'était une urgence absolue pour un mariage qu'elle était censée photographier le mois suivant. J'ai levé les yeux de mes feuilles de calcul. Non, ai-je dit simplement. Tes 3 derniers objectifs prennent la poussière dans le garage, Sloan. Utilise l'un d'eux. La réaction a été explosive. La voix de Sloan a résonné dans l'entrepôt, attirant mon père hors de son bureau. Garrison est entré en trombe, son visage prenant déjà cette teinte de rouge dangereuse. Il a exigé de savoir pourquoi j'étais si incroyablement mesquine et égoïste. Il a sorti son arme favorite, criant que la famille soutenait la famille, et que j'étouffais la carrière de ma sœur pour quelques centimes. Pour maintenir temporairement la paix et l'empêcher de fouiller mes comptes et de découvrir mon plan de sortie, j'ai transféré l'argent de mon fonds freelance secret. Mais les dommages à la dynamique familiale étaient faits. Mon hésitation, mon refus soudain d'être leur distributeur automatique aveugle, a déclenché une campagne de dénigrement massive. Garrison a réalisé que je changeais, et il a immédiatement blâmé la seule nouvelle variable dans ma vie, Silas. Mon père a commencé à laisser des articles sur mon bureau concernant les licenciements dans l'industrie technologique, essayant de prouver que Silas était un loser. Il a commencé à appeler Silas exclusivement, ce fauteur de troubles, devant toute la famille. Lorelei, sentant la tension, a soudainement développé une série de maladies mystérieuses et vagues, soupirant constamment et se mettant au lit, espérant que je reprendrais mon rôle de soignante anxieuse et complaisante. L'atmosphère dans la maison et au bureau est devenue incroyablement toxique, un nuage suffocant d'agressions passives et de menaces voilées, préparant le terrain parfait pour les fêtes. Alors que la tension montait en flèche, je savais que le compte à rebours avant une confrontation massive était lancé. Je devais m'assurer que lorsque la bombe exploserait enfin, je ne serais pas prise dans les éclats financiers. Je devais me retirer chirurgicalement de leurs responsabilités, ce qui signifiait que je devais procéder au dénouement légal. Dans les coulisses, pendant que mon père était occupé à médire sur Silas, j'étais enseveli sous les papiers. La plus grande menace était le prêt hypothécaire de l'entrepôt commercial à mon nom. Je ne pouvais pas simplement l'annuler sans détruire ma propre cote de crédit impeccable. Au lieu de cela, j'ai passé des semaines à consulter discrètement un avocat et à examiner les documents de prêt originaux. J'ai réalisé que les paiements hypothécaires étaient prélevés automatiquement de mon compte courant personnel, que j'avais manuellement alimenté avec les revenus de l'entreprise. J'ai rédigé des lettres formelles, certifiées, à la banque, les informant que je retirais mes comptes personnels du système de prélèvement automatique, forçant ainsi la banque à demander le paiement directement aux comptes commerciaux que mon père contrôlait. Des comptes que je savais être dangereusement bas à cause de ces terribles habitudes de dépenses. Ensuite sont venues les polices d'assurance professionnelle, les immatriculations des véhicules commerciaux et les forfaits de téléphonie mobile familiaux.
Je ne les ai pas annulés immédiatement. Cela aurait donné à mon père le temps de réagir et de me harceler. Au lieu de cela, j'ai soigneusement rédigé des documents de transfert de propriété pour chaque service. J'ai programmé des emails à envoyer aux fournisseurs de services, demandant que les responsabilités de facturation soient transférées à Garrison Thorne, à compter de la fin novembre. J'ai également préparé le document le plus satisfaisant de toute ma vie, ma lettre de démission officielle. J'y ai exposé mes 12 années de service, j'ai énuméré mon salaire gravement sous-évalué et j'ai clairement indiqué que je démissionnais de mon poste de contrôleuse financière de l'entreprise, avec effet immédiat à la remise. Mon père a dû sentir que je m'éloignais parce que ses tactiques de contrôle sont devenues désespérées. Début novembre, Silas et moi avions prévu une escapade tranquille d'un week-end à Milwaukee. Nous avions réservé un bel hôtel et prévu de faire quelques visites de brasserie. C'était mes premières vraies vacances depuis 4 ans. Je l'ai mentionné avec désinvolture lors d'un misérable dîner de famille du dimanche. Garrison a immédiatement claqué sa fourchette. « Annule-le », a-t-il ordonné, me fixant de l'autre côté de la table. Nous avons des heures supplémentaires obligatoires le week-end prochain. Nous devons faire un inventaire complet de l'entrepôt avant le gel hivernal. Je savais pertinemment que l'inventaire n'était pas dû avant un mois. C'était un pur jeu de pouvoir malveillant. Il voulait prouver qu'il contrôlait mon temps, et il voulait humilier Silas en me forçant à annuler nos plans. Je l'ai regardé, sentant le lourd coffre-fort inifugé de preuves dans mon appartement, sentant la sécurité de mon compte bancaire freelance, et sachant que les documents de transfert étaient déjà signés et prêts à être déployés. Je n'ai pas discuté. J'ai juste hoché lentement la tête et dit que je m'occuperais de l'inventaire. J'ai passé mes soirées à terminer le travail avec de l'avance, m'assurant que son piège échouerait. Au moment où la semaine de Thanksgiving est arrivée, le démêlage légal était terminé. J'étais un fantôme dans leur machine financière, attendant juste le bon moment pour disparaître complètement. Le jour de Thanksgiving est arrivé, apportant avec lui un blizzard violent et glacial qui a recouvert Madison de 60 cm de neige. Le temps correspondait parfaitement à l'ambiance à l'intérieur de l'immense maison de banlieue de mes parents. J'avais invité Silas à nous rejoindre, sachant pertinemment qu'entrer dans cette maison avec lui, c'était comme entrer dans une poudrière avec une allumette allumée. Mais je le voulais là. J'avais besoin de sa force tranquille pour ce que j'étais sur le point de faire. Nous sommes arrivés à 16 h. Dès que nous avons franchi la porte d'entrée, l'agression passive nous a frappés comme un mur physique. Ma mère, Lorelei, nous a accueillis vêtus d'un tablier qui semblait beaucoup trop propre pour avoir été utilisé pour la cuisine. Elle a offert à Silas un sourire tendu et forcé et est immédiatement retournée à la cuisine, affirmant que la sauce avait besoin de toute son attention. Dans le salon, Sloane se penchait sur la table à manger lourdement décorée, ajustant un centre de table de courges et de bougies. Elle tenait son téléphone en l'air, prenant des photos pour son fil d'actualité esthétique, documentant le somptueux festin que ma carte de crédit avait finalement financé. Paxton était affalé sur le canapé en cuir coûteux, une manette de jeu entre les mains, grognant à peine un signe de tête lorsque nous sommes entrés. Mon père était assis dans son grand fauteuil inclinable, sirotant un verre de scotch. Il a regardé Silas de haut en bas avec un mépris évident. « Tu as amené le fauteur de trouble, je vois, » a marmonné Garrison, juste assez fort pour que nous l'entendions tous les deux. Nous nous sommes assis à la table en acajou une fois que tout fut prêt. Le repas était ridicule. Une énorme dinde rôtie, 4 accompagnements différents, du vin cher et des verres en cristal. Pendant les 20 premières minutes, la conversation est restée douloureusement superficielle. Nous avons parlé du blizzard, des horaires de déneigement et des séries éliminatoires de football du lycée local. Mais la tension était si épaisse qu'on aurait pu la couper avec le couteau à dinde. Silas, toujours diplomate, a tenté d'engager mon père dans une conversation civile. Il a poliment interrogé Garrison sur la prochaine saison d'installation de printemps et a mentionné quelques nouvelles conceptions d'irrigation résistantes à la sécheresse qu'il avait vues dans l'industrie. Mon père a arrêté de mâcher. Il a délibérément posé sa fourchette, s'est penché en avant et a coupé Silas en pleine phrase. Les logiciels sophistiqués et les applications mobiles ne remplaceront jamais le travail physique acharné, fiston, a raillé Garrison, sa voix dégoulinant de condescendance. À mon époque, nous construisions des empires en creusant des tranchées de nos propres mains, pas en appuyant sur des boutons sur un clavier. La table est devenue complètement silencieuse. Ma mère a fixé intensément sa purée de pommes de terre. Sloane a souri derrière son verre de vin. Paxton a arrêté de mâcher.
Garrison a tourné lentement la tête, fixant Silas d'un regard de venin pur et non dissimulé. « Alors, dis-moi, Silas, » a dit Garrison, sa voix montant en volume. « Qu'est-ce que tu fais exactement qui rapporte assez pour distraire ma fille aînée de ses responsabilités de sang envers cette famille ?» J'ai senti mon rythme cardiaque s'accélérer, mais mes mains, posées sur mes genoux, étaient parfaitement stables. Le temps de se cacher était révolu. La mèche était allumée. Je n'ai pas laissé Silas répondre. J'ai pris une lente et profonde inspiration, j'ai regardé directement le visage rouge et arrogant de mon père, et j'ai parlé d'une voix terrifiante de calme. Silas ne me distrait de rien, ai-je dit, ma voix résonnant légèrement dans la salle à manger silencieuse. J'ai déjà soumis ma démission formelle au serveur de l'entreprise. Elle prend effet demain matin à 9 h. La réaction a été instantanée. La mâchoire de mon père est littéralement tombée. Ma mère a figé, une cuillère de service planant à mi-chemin entre le saladier et son assiette. Paxton a réellement levé les yeux de sa nourriture. Sloane a baissé son téléphone, les yeux écarquillés. Démission, a balbutié Garrison, récupérant rapidement sa colère. Tu n'as pas le droit de t'éloigner de cette famille. Tu n'as pas le droit de nous laisser tomber. J'ai ignoré son éclat et j'ai continué, ma voix stable, récitant les chiffres que j'avais gravés dans ma mémoire pendant cette nuit blanche avec la feuille de calcul. J'ai couvert les paiements hypothécaires de la deuxième extension d'entrepôt pendant 5 ans, ai-je déclaré clairement. J'ai payé chaque facture de service public pour cette immense maison. J'ai couvert le contrat de location de luxe de la voiture de Sloane, l'assurance maladie premium pour vous 4, et les frais de scolarité gaspillés de Paxton pendant 12 ans. Le visage de mon père est passé du rouge à une teinte de violet dangereuse. Tu jettes tout ce que nous avons construit ensemble, a-t-il rugi, claquant son poing lourd sur la table si fort que les verres à vin en cristal ont tremblé. Nous n'avons rien construit ensemble, ai-je répliqué, ma voix devenant glaciale. Tu as construit une façade et tu as utilisé ma cote de crédit et ma jeunesse volée pour la financer. Tu ne m'as donné aucune participation, aucun partenariat et un salaire de commis. Mes clients comptables freelance me paient maintenant plus en un mois que cette entreprise familiale n'a jamais fait en 3. Du coin de l'œil, j'ai vu Sloane prendre furtivement son téléphone et orienter la caméra vers nous, enregistrant discrètement toute la dispute sous la table. Elle voulait du drame pour ses amis. J'étais sur le point de lui offrir une place au premier rang pour la fin de sa vie confortable. Garrison a violemment repoussé sa chaise. Les pieds ont grincé bruyamment contre le parquet. « Assez !» a-t-il crié, me pointant un doigt tremblant. « Tu fais honte à cette famille devant ton invité. Tu nous dois tout. Nous t'avons donné un toit et un emploi alors que tu n'étais rien. Si c'est ainsi que tu rembourses nos sacrifices, » a hurlé Garrison, pointant son doigt directement vers la lourde porte d'entrée, « alors sors. Prends ton petit ami fauteur de troubles et sors de ma maison. Et ne pense même pas à revenir avant d'être prête à ramper et à t'excuser correctement. » Je me suis levé. Ma chaise n'a pas grincé. J'ai regardé ma mère, qui s'est simplement serrée dans ses bras et a détourné le regard. J'ai regardé mes frères et sœurs, qui n'ont absolument rien offert. J'ai pris mon manteau au porte-manteau dans le couloir. Silas était juste derrière moi, une ombre silencieuse et solidaire. Mon père a monté les escaliers en trombe et est redescendu avec mon vieux sac de sport bleu, le jetant à mes pieds. Le blizzard hurlait contre les fenêtres à l'extérieur. Il a ouvert la porte d'entrée, laissant une rafale de vent glacial et de neige tourbillonner dans le foyer chaud. « Dehors » a-t-il commandé, se tenant droit, complètement convaincu de son pouvoir absolu. Il croyait vraiment que je gèlerais, paniquerais et reviendrais en rampant avant l'aube. J'ai ramassé le sac de sport, je suis sorti sur le porche enneigé et j'ai laissé Silas me conduire à sa voiture. La lourde porte en chêne s'est refermée derrière nous, le verrou claquant bruyamment. Nous sommes partis lentement à travers les rues dangereuses et non déneigées. J'ai regardé par la fenêtre la neige qui tombait, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis 12 ans. Mon père pensait qu'il venait de me bannir dans le froid. Il n'avait aucune idée que c'était moi qui contrôlais le thermostat. Les répercussions n'ont pas pris des mois ou des années. Elles ont commencé à peine 48 heures après que j'ai été jeté dehors dans le blizzard. J'ai passé le vendredi et le samedi dans la sécurité tranquille et chaleureuse de l'appartement de Silas, buvant du thé chaud et surveillant mes emails. Je savais exactement ce qui allait se passer. Le samedi après-midi, Paxton avait un examen de rattrapage en ligne massif programmé pour un cours d'éthique des affaires qu'il avait déjà échoué 2 fois.
Il m'avait envoyé un message plus tôt dans la semaine, exigeant que je m'assure que le réseau était stable. Assise à la table de la cuisine de Silas, j'ai ouvert mon ordinateur portable, me suis connecté au portail principal du fournisseur d'accès Internet et j'ai navigué jusqu'aux paramètres du compte. Le service était entièrement à mon nom. J'ai cliqué sur le bouton rouge vif qui disait « Déconnecter le service avec effet immédiat ». L'email de confirmation est arrivé dans ma boîte de réception quelques secondes plus tard. Moins de 20 minutes après cela, mon téléphone a commencé à vibrer sur la table. C'était mon père. J'ai laissé la messagerie vocale prendre le relais. Puis Paxton a appelé, laissant des messages audio frénétiques et hurlants. Le surveillant a signalé ma connexion, la voix de Paxton s'est brisée de panique sur l'enregistrement. J'ai eu un échec automatique. Rallume le routeur tout de suite. Delilah, tu es en train de ruiner ma vie. Je lui ai transféré l'avis par email que j'avais rédigé des semaines auparavant, stipulant que tous les comptes de services publics non essentiels seraient fermés à moins d'être transférés au nom de Garrison Thorne. Je n'ai reçu aucune réponse. Le domino suivant est tombé le week-end d'après. C'était la saison des mariages d'hiver en salle et Sloan avait réservé une cérémonie très lucrative et de grande envergure dans un hôtel de luxe du centre-ville. Elle s'en était vantée pendant des mois, affirmant que cela élèverait sa marque. Je me suis connecté au site web de la société de location automobile. Puisque j'avais déjà retiré ma carte de crédit personnel du système de prélèvement automatique, le paiement de décembre pour son SUV de luxe avait officiellement échoué. En tant que titulaire principal du bail, j'ai autorisé une reprise volontaire immédiate pour non-paiement. Le samedi après-midi, juste au moment où les demoiselles d'honneur s'alignaient pour les photos, une énorme dépanneuse commerciale est arrivée sur le parking de l'hôtel. Sloan m'a appelé du lieu, absolument hystérique. Il y avait un bruit de fond chaotique d'organisateurs de mariage en colère et d'invités en pleurs. Ma voiture est en train d'être accrochée à un camion en ce moment, a hurlé Sloan au téléphone. Je suis debout sur le parking glacé en talons. Dis-leur d'arrêter. Tu me fais honte devant de riches clients. Je lui ai calmement rappelé l'avis de transfert certifié qu'elle avait ignoré. Elle m'a lancé une série de malédictions. J'ai raccroché et j'ai systématiquement bloqué son numéro, celui de Paxton et celui de ma mère. Le silence qui a suivi a été le plus beau son que j'ai jamais entendu. La perte d'Internet et d'une voiture de luxe étaient des inconvénients douloureux, mais la véritable dévastation est arrivée en janvier lorsque les énormes rouages financiers se sont arrêtés. Mon père avait passé décembre à se démener, essayant de comprendre comment gérer une entreprise sans sa directrice financière gratuite et sans ma cote de crédit immaculée agissant comme son filet de sécurité. Les polices d'assurance commerciale ont été les premières à expirer. Sans mes paiements automatisés, l'assureur a exigé une prime initiale massive pour rétablir la couverture sous le terrible profil de crédit de Garrison. La nouvelle s'est rapidement répandue dans l'industrie locale. Deux grands promoteurs commerciaux ont immédiatement retiré leur contrat de printemps, refusant de travailler avec un entrepreneur non assuré. Puis est venu le coup fatal, l'hypothèque de l'entrepôt. Mon père a essayé de payer l'énorme versement mensuel en utilisant le compte d'exploitation de l'entreprise, mais le chèque a été violemment rejeté. La banque, constatant un historique de retard de paiement et une instabilité financière soudaine, a signalé le compte. Elle a exigé un paiement unique massif immédiat pour régulariser le prêt. Mon père a paniqué. Il a tenté de contracter un prêt relais, mais toutes les banques de la ville ont jeté un œil à son historique de crédit et à la chute des revenus de son entreprise et l'ont congédié de leur rôle en riant. Pour éviter la saisie de l'entrepôt commercial et la faillite totale, mon père a dû sacrifier son ultime trophée, son image. À la mi-février, l'immense maison de banlieue de 5 chambres a été mise sur le marché immobilier. Comme ils avaient désespérément besoin de liquidités pour satisfaire la banque commerciale, ils ont dû la mettre en vente à un prix bradé. La maison a été vendue en 3 semaines à un acheteur au comptant agressif. J'ai entendu par des amis de la famille parler du déménagement chaotique et misérable. Mes parents ont emballé des décennies d'objets accumulés et ont emménagé dans un petit appartement de 2 chambres dans un quartier moins recherché. L'appartement avait des murs fins partagés et une machine à laver à pièces dans le couloir. Mon père a dû transformer un petit coin du salon en son nouveau bureau, gérant son entreprise mourante depuis une table pliante. Les rêves de photographie de Sloan se sont évaporés sans son SUV gratuit et son budget illimité pour l'équipement. Elle a été contrainte de prendre un emploi,
faisant de double quart de serveuse dans un restaurant de brunch très fréquenté du centre-ville, échangeant ses lanières d'appareils photo contre un tablier taché juste pour rembourser les énormes frais de fourrière qu'elle devait encore. Paxton a dû abandonner définitivement le collège communautaire. Sans mon argent pour le soutenir, il a trouvé un emploi au salaire minimum, chargeant de lourdes boîtes dans un entrepôt de distribution, travaillant tôt le matin et rentrant chez lui avec des muscles endoloris au lieu de scores élevés. Leur confort s'était totalement effondré. Une année s'est écoulée depuis cette nuit de Thanksgiving enneigée. Ma vie est entièrement différente maintenant. J'ai officiellement constitué mon entreprise freelance en Grande Financial Solutions, louant un espace de bureau lumineux et moderne en centre-ville. J'ai plus de clients que je ne peux en gérer et mes comptes bancaires sont sécurisés et prospères. Silas et moi nous sommes mariés lors d'une cérémonie discrète et intime au palais de justice. Ma meilleure amie, Béatrix, s'est tenue à mes côtés comme témoin. Il n'y a eu ni facture de traiteur massive, ni séance photo esthétique, et absolument aucun drame familial. Nous avons acheté une belle maison modeste de 3 chambres dans une banlieue tranquille. Silas passe ses week-ends à bricoler joyeusement des prototypes de maisons intelligentes dans notre jardin et je passe mes week-ends à faire ce que je veux. Il y a quelques mois, Béatrix et moi nous sommes associés à un centre communautaire local pour lancer un programme de subvention spécialisé. Nous utilisons une partie des bénéfices de mon entreprise pour financer des logements d'urgence et dispenser des cours d'éducation financière aux femmes qui échappent à la violence domestique et financière. Aider d'autres femmes à construire leur propre capsule de sauvetage a été l'expérience la plus apaisante de ma vie. Je n'ai pas dit un seul mot à ma famille depuis le jour où la voiture de Sloan a été remorquée. Il reste bloqué sur toutes les plateformes. Cependant, la semaine dernière, lorsque je suis allé chercher mon courrier physique au bureau, j'ai trouvé une enveloppe blanche ordinaire. J'ai immédiatement reconnu l'écriture soignée et cursive. C'était de ma mère, Lorelei. Je me suis assise à mon bureau, regardant l'enveloppe. Je savais exactement ce qu'il y avait à l'intérieur. Ce serait une leçon magistrale d'agression passive. Ce serait une lettre remplie d'excuses vagues, de lourdes culpabilisations et d'affirmations selon lesquelles j'avais impitoyablement détruit notre belle famille pour un peu d'argent. Ce serait une invitation à revenir, à pardonner et à rouvrir lentement mon portefeuille. Je ne me sentais ni en colère. Je ne me sentais ni triste. Je ressentais juste un profond sentiment de paix. J'ai pris un épais marqueur noir dans mon tiroir, j'ai écrit « Retour à l'expéditeur » sur le devant de l'enveloppe et je l'ai remise dans la boîte de courrier sortant sans l'ouvrir. Ils ont perdu la maison, leur statut et la vie facile qu'ils ont bâtie sur mon dos. La lettre récente de ma mère affirmait que j'avais détruit la famille pour un peu d'argent.